Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue dans notre magazine Il était une fois. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, il était une fois Pie XII dans les coulisses du Vatican. Et pour en parler, je suis heureux d'accueillir le professeur Vincent Dujardin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur d'histoire à l'Université catholique de Louvain et vous avez préfacé ce livre de Harold Tittman, Pie XII dans les coulisses du Vatican. Peut-être d'abord, première question, c'est qui est Harold Tittman ? Mais c'est d'abord un aviateur blessé durant la Première Guerre mondiale, grièvement blessé, et puis qui, à l'heure de ce fait, est rentré dans la diplomatie, par après la diplomatie américaine, et qui, durant le second conflit mondial, était en poste représentant de son gouvernement, du président américain, au Saint-Siège, et c'est ainsi qu'à l'intérieur même du Vatican, il a vécu plusieurs années de la guerre. Qu'est-ce qui fait que vous avez, comme justement historien, choisi de préfacer l'édition française de ce livre ? Mais j'en connaissais l'édition anglaise, qui était un document important, parce que vous aviez un diplomate américain, qui n'était donc pas catholique, et qui, de l'intérieur même du Saint-Siège, pouvait donner sa vision. Que s'est-il vraiment passé sur un sujet quand même difficile, un sujet qui, aussi sur le plan de la méthode, de la critique historique, est assez fascinant. Aussi tenter de faire le tri entre le vrai et le faux, parce qu'on a écrit beaucoup de choses, tout et son contraire, entre le pape premier des résistants ou le pape d'Hitler. On a écrit des pamphlets qui ont été dans des sens différents. Et donc pouvoir retourner à des documents, à des témoignages directs, notamment d'un diplomate qui était à l'intérieur même du Vatican, qui a rencontré le pape Pie XII, qui a rencontré le secrétaire d'État, qui a rencontré d'autres collègues diplomates, qui a pu donner ses objections au sein du Vatican et à l'égard même de la politique du Vatican durant la guerre. C'était assez intéressant. Et finalement, il en ressort que dans ses mémoires, qui sont donc ici traduites en français, on voit que son jugement final diffère de ce qu'il pensait, même à l'époque, avec le recul du temps. Parce que c'est vrai que sur l'attitude notamment du pape durant la Seconde Guerre, qui est ce dont on parle le plus quand on parle du pape Pie XII, à l'époque, il aurait préféré parfois que son discours, sa condamnation du nazisme soit plus sonore. Mais, et on en a parlé avec le pape lui-même, et puis se rendait compte au fil du temps que, notamment avec l'exemple des évêques hollandais qui avaient condamné clairement le sort réservé aux Juifs, les résultats avaient été terribles d'abord pour les Juifs des Pays-Bas. C'est le pays où on a déporté le plus de Juifs, il y a eu le plus de morts du côté des Juifs. Et puis il a aussi pu se rendre compte que le pape agissait beaucoup. Il parlait peu. Ses silences, d'ailleurs, n'étaient que relatifs. Il y a eu notamment ce discours de Noël 42 où il a quand même dit qu'il était insupportable de voir des personnes qui, du seul fait de leur race ou de leur nationalité, disait-il, étaient vouées à la mort. Donc on voyait très bien à qui il pensait, mais sans citer le peuple juif, parce qu'il avait peur des retours, comme on l'avait vu aux Pays-Bas. Et donc en ce qui concerne Tittman, à un moment donné, il pensait qu'il était mieux d'avoir des condamnations plus sonormes, et puis il s'est rendu compte que l'action était finalement encore plus importante. Et c'est en tout cas ce qu'il dit aussi, des témoignages du monde de la résistance allemand, qui conseillait aussi au Saint-Siège quand même d'être assez prudent. Et donc, je dirais, un apport que ce livre peut donner dans ce domaine. Vous-même, comme historien, vous avez été quelque part, vous avez appris beaucoup de choses. Vous vous dites, tiens, c'est intéressant ce témoignage-là. Il donne un nouvel éclairage sur toutes ces années. Mais oui, parce que c'est quand même un témoignage qui vient d'un représentant américain et qui avait des idées différentes de celles du pape au départ et qui donne un témoignage direct. Et donc, en ce sens-là, on apprend effectivement beaucoup de choses sur ce qui se passait à l'intérieur même du Vatican, sur les positions et les évolutions du positionnement de l'Église, et voir aussi les tourments, je dirais les questionnements difficiles du pape. Et c'est vrai, il y a des moments dans la vie où le plus difficile n'est pas de faire son devoir, mais de savoir où il est. Il a bien vu au Saint-Siège les hésitations aussi d'un pape qui connaissait bien Hitler. Il avait quand même été nonce à Berlin, et qui le présentait comme la plus grande hérésie du temps, qui connaissait son anticatholicisme aussi. On voyait un grand danger pour l'Allemagne, pour l'Église, pour le monde. Il a aussi vu que le pape était en même temps obsédé par le bolchevisme, était aussi anticommuniste viscéral, et donc se trouvait face à cela. Et donc ce témoignage apporte
une plus-value certaine dans le débat actuel, ce qui ne veut pas dire qu'il épuise la question, parce que d'ailleurs on n'a pas encore accès aux archives du Saint-Siège sur tout ce qui relève de cette période de l'histoire. Vous avez le sentiment, vous, comme historien, et plus spécialement historien de l'époque contemporaine, que la personnalité du pape Pie XII était une personnalité complexe? C'est, je dirais, une personnalité surtout devenue méconnue, parce qu'on retient surtout son rôle durant la Seconde Guerre. Or, c'était quand même un pontificat de 20 ans. Alors bien sûr, au moment de la Seconde Guerre était capital. Mais c'est aussi un pape qui a écrit 43 encycliques, qui est le plus cité dans les travaux du Concile d'après la Bible, parce qu'il a eu ces 43 encycliques. Et aussi redécouvrir qu'il n'y avait pas de rupture finalement entre ce qu'il avait parfois écrit et ce qu'on verra au Concile. Par exemple, quand on voit que dans Humani Generis, il y a déjà la première mention de la théorie de l'évolution, certes très prudente, avec des accents antimodernistes notoires. C'est pas Teilhard de Chardin, c'est pas chez nous un cardinal Ries, histoire de religion, ou théorie de l'évolution marquée et appuyée. Mais c'est déjà une première ouverture, c'est assez important. Tout ce qui relève aussi des méthodes historico-critiques des évangiles, ce qui relève la liberté d'enseignement, qui appelle finalement, qui annonce peut-être déjà un petit peu la liberté religieuse au moment du Concile. Donc c'est un pape qui n'est pas en rupture avec ce qu'on fera, ou plutôt Jean XXIII ne sera pas en rupture vraiment avec un Pie XII, moins qu'on ne peut le croire. Il y a déjà des accents. Alors bien sûr, c'est un pape diplomate, donc ce n'est pas la Révolution, ce n'est pas un Jean-Paul II. Je ne dis pas que Jean-Paul II faisait la Révolution à tous les égards, mais même par rapport à la question juive dont on discutait tout à l'heure, un collègue italien qui a écrit un livre sur les silences de Pie XII, ce qu'il intitulait ainsi, disait qu'on a remis un Jean-Paul II en 39 ou en 40, ça aurait été en 39 au moment de l'arrivée de Pie XII, ou en 40, 41, 42, lors de toutes les évolutions de la guerre en Occident. Ça aurait été peut-être plus difficile. Encore, les conséquences auraient peut-être été... une parole aussi forte aurait peut-être eu des conséquences, comme on l'a vu aux Pays-Bas, par exemple. Vous avez le sentiment qu'il serait heureux de réhabiliter quelque peu ce pape au niveau de l'opinion publique, parce qu'on l'a enfermé dans un rôle qu'on n'a peut-être pas aussi bien compris? Je pense qu'il faut surtout dire ce qui s'est vraiment passé. Et il me semble que dans l'évolution de l'historiographie, on arrive à des choses plus mesurées, plus équilibrées, et qui collent davantage à ce qui s'est vraiment passé. Et des voix de tous les côtés. Si vous prenez par exemple un Serge Klarsfeld, qui est quand même le vice-président de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, il dit que le pape a parfois été plus jugé pour ce qu'il n'a pas dit, plutôt que pour ce qu'il a fait, faisant allusion à tous les sauvetages qu'il avait pu faire au sein du Vatican même, à Castel Gandolfo, ou par ailleurs dans le monde, via bien sûr les monastères, les écoles et tous les enfants juifs notamment qui ont été cachés, mais pas seulement des enfants. Il parle aussi dans ce livre par exemple de Monseigneur O'Flaherty, qui est bien connu via le film La pourpre et le noir avec Gregory Peck. Eh bien effectivement, dans un O'Flaherty qu'il rencontre, il voit aussi qu'il avait agi avec l'autorisation du pape, et donc qui a été plus jugé pour ce qu'il n'a pas dit plutôt que pour ce qu'il a fait. Et c'est vrai que là, on verra aussi, sur la base des nouvelles archives qui doivent encore être ouvertes au Vatican, parce qu'elles n'ont été ouvertes que jusqu'en 1939, la fin du mot. On ne connaît pas encore la dernière partie de l'histoire, je dirais, mais il est vrai qu'on a quand même déjà maintenant beaucoup, et ça permet d'avoir une idée relativement juste quand même de son action durant la guerre, ou plus globalement les 20 années de son pontificat. Pour vous, c'est important effectivement de replacer la compréhension du pape Pie XII évidemment dans tout son pontificat qui est 20 ans et pas seulement sur les 5 années de la Seconde Guerre mondiale. Oui, je dirais, et même déjà son action antérieure, parce que c'était un homme qui était déjà à Rome avant de devenir pape, comme cardinal, et qui avait été nonce à Berlin, qui connaissait donc très bien l'Allemagne, et qui avait donc une vision de l'histoire de l'Église, et je dirais même avait joué un rôle d'acteur de première main, déjà avant son élection en 1939. Je rappelle donc que vous avez préfacé le livre Harold Tittman, Pie XII, dans les coulisses du Vatican, 1939-1944, donc les mémoires d'Harold Tittman, junior, diplomate américain durant la Seconde Guerre mondiale. Merci en tout cas d'avoir pris le temps de nous présenter cet ouvrage et d'avoir un peu élargi le débat en nous parlant également de la personne du pape Pie XII. Nous arrivons déjà au terme de notre magazine. Merci d'être resté avec nous. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparé, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Thank you.